Maurice Genevoix est l'un des seuls survivants des grands écrivains de la guerre. Il a commencé à écrire Sous Verdun et Nuit de guerre après s'être réfugié à Châteauneuf, réformé pour ses graves blessures subies aux éparges en 1915, alors que lieutenant d'infanterie, il commandait une compagnie. À 88 ans, 60 ans après ces événements, Maurice Genevoix, retiré dans un petit village de l'Orléanais, où le balcon de son bureau domine la Loire, porte sur la guerre un témoignage fidèle à celui de ceux de 14. Je crois que nous sommes partis, avec beaucoup d'illusions bien entendu, un choc psychologique, à mon avis, décisif. Je veux dire par là que tout ce à quoi nous croyions, toutes les valeurs pour lesquelles, auxquelles nous étions voués, puisque nous étions de futurs enseignants, nous étions, vous comprenez, on avait le sentiment qu'elles étaient toutes, sans exception, remises en cause. Que tout ce que l'on nous avait enseigné à partir de ce moment-là, c'était caduque, ou ça risquait de l'être. Par conséquent, le sentiment que cette jeunesse intellectuelle a eu d'abord, c'était que... Maurice Genevoix, au moment où vous êtes réformé, après vos blessures aux éparges en avril 1915, vous allez commencer à écrire votre témoignage qui sera réuni plus tard sous le titre « Ceux de 14 ». Dans quel esprit est-ce que vous écrivez ces textes ? Je n'ai pas été long à avoir dans mon entourage une réputation de mauvais esprit parce que j'estimais que j'avais le droit de parler au nom d'une expérience évidemment douloureuse et que certaines illusions de l'arrière, d'ailleurs bien intentionnées, pas du tout révoltantes, mais dommageables à bien des égards, méritaient tout de même de se modifier, de s'amender au contact de témoins réels, directs, qui avaient quelque chose à dire. Et alors en particulier, je prends un exemple. Je prends les éparges. Bon, un front de colline, 1200 mètres à peu près. Là-dessus, entre le 17 février et le 10 ou 11 avril 1915, il est tombé 10 000 morts de chaque côté des tranchées. 10 000 Allemands, 10 000 Français à peu près. Ce qui donne 20 000 morts pour 1 kilomètre en gros, c'est-à-dire 20 morts au mètre courant. Alors, nous étions rodés, nous étions blindés, c'est-à-dire qu'il y avait un pied qui dépassait de la glaise, on accrochait sa musette ou son équipement en passant, on s'asseyait sur des boursouflures du sol. La mort de Pray est composée de 4 chapitres. Le premier est intitulé « La mort bourdonne ». Vous êtes, cher Maurice Genevoix, resté sur la ligne de feu comme sous-lieutenant, puis commandant de compagnie du mois d'août 1914 au soir du 25 avril 1915. Et vous avez connu aussi la guerre de mouvement. J'ai connu au départ la guerre de mouvement, mais j'ai fait une remarque que je veux répéter quand même, c'est qu'on a tort de compter la guerre chronologiquement. Si vous comptez bien, du mois d'août 14 au mois d'avril 15, ça fait, selon qu'on compte du 1er à la fin, j'ai été blessé le 25 avril, de 8 à 9 mois. Mais si vous comptez chronologiquement, sur les 50 et quelques mois de guerre, ça fait 6 fois 9, ça fait le 6e de la guerre. Mais si on compte comme on doit compter, selon la proportion des morts, de la casse, eh bien... Je crois qu'il y avait 900 000 morts sur les 1500 000. Ça fait donc les 9/15e. Voyez-vous, la proportion n'est plus du tout la même. Mais enfin, l'essentiel est qu'en effet, j'ai connu toutes les formes à peu près de la guerre de mouvement, la fixation des fronts, la guerre de tranchées, la guerre de mines, avec tout cela implique de grignotage. Enfin, vous vous rappelez, ce sont certains mots que moi, je n'ai pas oubliés. Voilà. Et alors, si bien que mon témoignage vaut à peu près pour toutes les formes de la guerre, disons de celle de 14-18. Bien. Votre deuxième chapitre, cher Maurice Genevoix, porte comme titre « La première fois ». Que fut cette première fois? Eh bien, parce qu'il y a eu 3 fois, en effet, où j'ai passé au travers. Mais la première fois, et voilà encore une chose qui m'a incité à écrire, c'est que la première fois, il y a aussi une expérience de la fausse mort. J'ai reçu une balle tirée de très près, une trentaine de mètres, en plein ventre. Ça s'est traduit pour moi à l'origine par un choc formidable, un direct au plexus, mais alors d'une violence extraordinaire. Ça m'a fait plier sur mes genoux et aussitôt, l'appareil cérébral s'est mis à tourner. J'ai une balle dans le ventre. Étant donné les circonstances du combat,
je suis foutu. On ne pourra pas me ramasser à temps, je dois avoir des perforations intestinales. Enfin, vous voyez, il faudrait peut-être, si on intervenait tout de suite, la parotomie et tout, peut-être qu'on pourrait me tirer d'affaire. Mais là, nous sommes en pleine bagarre, en plein combat. Je vais dégringoler, je perds mon sang. Je le croyais. Je vous dis tout de suite que je n'étais pas blessé du tout, mais j'y reviendrai dans un instant. Enfin, toutes les apparences y étaient. Et alors, ça a déclenché ce processus bien connu, et ça m'a prouvé que c'était un processus d'origine psychique, entièrement psychique. Et pendant que vous analysiez si humainement toutes ces sensations, en même temps, vos camarades et votre chef de bataillon vous disaient, vous, Genevois, vous êtes intuable. Ah, mais ça, c'est une autre histoire, oui. Non, ça veut dire simplement que, comme la plupart d'ailleurs des bifins, n'est-ce pas, j'étais passé à travers 5, 6, 7, 8 affaires, toutes sanglantes, et dans chacune, j'aurais pu rester. Et bien évidemment, depuis le début, par exemple, le personnel en homme et en officier, je parle d'officier de troupe, bien entendu, n'est-ce pas, c'est pas au niveau des états-majors, je parle de l'officier de troupe. Ça allait jusqu'au chef de bataillon. Et il y a eu des colonels tués, bien sûr, et même des généraux. Mais enfin, n'est-ce pas, l'officier de troupe qui vivait vraiment en compagnie de ces hommes, mêlé à ces hommes, partageait exactement les mêmes souffrances, les mêmes misères, les mêmes dangers. Et même au début, un petit peu plus, parce qu'on nous avait collé des grands galons dorés sur les manches et des bandes noires sur les cuisses, vous savez, qui nous signalaient aux tireurs d'officiers. Mais enfin, les Allemands avaient tout prévu. Enfin, même vie, même danger, similitude absolue. Alors, après les 9 mois de guerre, nous dirons, eh bien, à mon régiment, qui était le 106e d'infanterie, du 6e corps, je crois que les effectifs avaient été largement renouvelés, mais au complet. Et après les affaires des éparges, qui ont été effroyablement sanglantes, à plus forte raison. Et... De quelle façon, Maurice Genevois, de quelle façon cette affreuse guerre de 14 vous a-t-elle modifié? Ça m'est difficile à moi-même de le dire, bien sûr. Mais je crois que, écoutez, nous sommes là pour parler très ouvertement et très en toute spontanéité. Eh bien, je crois que si je lui dois une leçon et peut-être un enrichissement dans une certaine mesure, c'est le respect de la vie, un certain sentiment, mais alors viscéral, n'est-ce pas, de la vie, de ce qu'elle a à la fois de magnifique et de cruel. Devant le froid, devant la faim, devant la mort, on ne peut pas biaiser, on ne peut pas se coller de masque sur la figure. Et je crois que pendant tout le temps que nous sommes restés au front, nous avons vu des hommes au contact avec les choses essentielles, c'est-à-dire la vie et la mort en particulier, et que nous ne pouvions pas nous tromper mutuellement. Et alors nous avons été en quelque sorte, je dirais presque affligés, les uns et les autres, d'une lucidité qui nous est restée, et un peu comme une malédiction. Et alors c'est à la fois un enrichissement, et c'est à la fois, je viens de le dire, c'est à la fois une chose extrêmement pénible, parce que nous ne pouvions plus, dans la mesure où c'est souvent nécessaire dans la vie sociale, être dupes. Alors, c'est peut-être me réclamer, enfin, d'une qualité acquise et rare, exceptionnelle, mais je crois qu'il faut en faire état également. Et dans la suite de notre vie, je suis parti sans fleurs au fusil et sans chanson, avec le sentiment que j'allais vers quelque chose qui allait être tout à fait affreux et tout à fait pénible. Mais voilà l'autre côté, car même dans l'horreur, il y a des choses, mon Dieu, disons-les comme elles sont, qu'on peut qualifier de sublimes. Parce que le fond des choses, c'était que les circonstances de la guerre étaient telles pour des hommes au seuil de leur vie, moi j'avais 24 ans, je vous répète, que... elle prêtait au sens même de la vie une lucidité que, faute de l'avoir vécu, on n'aurait jamais, je crois, jamais eu. Il était hors de question de tricher, n'est-ce pas? Il s'agissait là d'une espèce de vague de fond ou de rafale qui arrachait tous les masques. Les lâches avaient l'air de lâches, les courageux avaient l'air de courageux, les bons avaient l'air d'hommes bons et les méchants de méchants. Vous comprenez, c'est élémentaire, c'est tout simple, mais c'est la vérité, là encore. Eh bien, l'autre côté, c'est celui-ci. Le jour même de la contre-attaque allemande sur la colline des Éparges, entre deux attaques ou contre-attaques,
J'ai été envoyé par mon chef de bataillon vers l'arrière. Je ne sais plus pour quelle mission, d'ailleurs ça n'a aucune espèce d'importance. Mais pour accomplir cette mission, je devais passer par un de ces boyaux qui faisaient communiquer les tranchées de première ligne avec les lignes de l'arrière. Cette aventure-là m'a marqué, et m'a marqué profondément. C'est en réalité la plus terrible des aventures humaines. Mais je dirais de cette aventure-là, la guerre, puisqu'il faut l'appeler par son nom, je dirais la même chose que ce que je vous ai dit la dernière fois de l'aventure en général. C'est-à-dire que lorsqu'il m'arrivait, enfant par exemple, de lire dans un manuel d'histoire des mots comme carnage ou massacre, ou des expressions comme passer au fil de l'épée, eh bien, en effet, cela me semblait participer d'une aventure affreuse, mais fabuleuse, aventure au premier chef. Eh bien, supposez que, quelque temps avant cette guerre de 14 que j'ai faite dans l'infanterie, j'ai lu quelque part des expressions comme des lambeaux de corps humains, par exemple. J'aurais éprouvé la même impression, d'impossible, de fabuleux. Et pourtant, quelques mois plus tard, je me revois dans une tranchée des Éparges. Il y avait autour de nous, sur la boue, parmi les flaques d'eau, en même temps que des éclats d'obus tout brillants et tout vifs encore, en même temps que des mottes de terre, d'argile, détachées par les explosions et noires sur leurs franges, d'une terre corrosive, empoisonnée. Eh bien, il y avait aussi une dernière histoire, vous voulez ? Symbolique, elle aussi, mais vraie toujours, bien entendu. Eh bien, peu de temps après la guerre, je me promenais dans mon Val-de-Loire. J'étais encore meurtri dans mon âme et dans mon corps. Je me promenais bien sûr sans penser à mal, quand tout à coup, dans un grand patatam, j'ai vu foncer sur moi un brigadier de gendarmerie et son gendarme. Et ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai répondu « La vérité, je me promène. » C'était justement la chose à ne pas dire. Ça devenait instantanément suspect. Alors ils m'ont dit « Avez-vous vos papiers ?» Bien entendu, moi je me promenais à quelques kilomètres de ma maison, je n'avais pas de papiers sur moi. Ça commençait à m'amuser. Je leur ai dit « Non, je n'ai pas de papiers. »« Ah, a dit le brigadier, eh bien en ce cas, il faut nous suivre. » « Mais où vous suivre ?»« À la brigade. » Alors j'ai donné des répondants, des révérences, mais j'ai trouvé un homme très sceptique. J'ai été tenté à un moment de lui dire plus au fond la vérité. De lui dire, écoutez, brigadier, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais dans une tranchée du front, et un soir, dans les circonstances les plus inhumaines, les plus abominables que l'on puisse imaginer, un obus de rupture de... Je crois que, en définitive, pour ceux qui ont traversé ces épreuves, je me rappelle tel ancien combattant disant « Celui qui n'a pas compris avec sa chair, celui-là ne peut en parler. » C'est intransmissible. Et malheureusement, sans quoi il n'y aurait, je crois, plus jamais de guerre. Eh bien, à ce moment-là, nous étions, par exemple, moi j'étais normalien. Bon, nous étions en première année ce qu'on appelait des coturnes. Nous étions 5 par turne, c'est-à-dire nos salles de travail. En seconde année, nous étions 3 et en troisième année, 2. Eh bien, dans ma première année, nous étions 5. Et vraiment des garçons épatants, merveilleux. Sur les 5, enfin, j'en étais, c'est pour ça, enfin, disons 4 merveilleux, et puis moi. Bon, et alors, sur les 5, à la fin d'avril 1915, 3 morts et 2 mutilés. Eh bien, je crois que cela est à la fois inexpiable et impardonnable. Parce que tout homme, et voilà l'expérience humaine, tout homme au cours de sa vie, lorsqu'il atteint certaines étapes, disons 30 ans, à ce moment-là, il peut se retourner et non seulement retrouver autour de lui, en somme, et chaleureusement autour de lui, non seulement des visages de vivants, mais des visages d'hommes jeunes encore. Eh bien, nous, à 30 ans, quand nous nous retournions, c'est ce que je viens de vous dire, nous ne voyons plus que des fantômes et des morts.
À vous entendre, Maurice Genevoix, on pourrait croire que, né sur ces rives, vous n'avez jamais eu envie de les quitter. J'ai vécu pendant toute mon enfance dans un bourg rural où la vie des hommes était beaucoup plus près de la nature, du déroulement des saisons, où l'hiver s'accompagnait de flambées, devant lesquelles d'ailleurs on cuisait ses engelures. Enfin, gamin, j'ai enfoncé des clous dans le plancher de l'estrade du cordonnier. Il s'appelait Poulain. Ah non, pardon, il s'appelait Chevreuil, le cordonnier. C'était le forgeron qui s'appelait Poulain. Un nom prédestiné, d'ailleurs. C'est ça, il ferrait des chevaux, mais il s'appelait Poulain. Alors je l'ai regardé, naturellement, forger le fer rouge dans des gerbes d'étincelles. J'ai regardé aussi le tonnelier qui jablait un fût, et lui, si vous voulez savoir, s'appelait Tiercelin, dit Polo. C'était, retenez-en surtout ceci, c'était de maîtres ouvriers. Et on disait alors d'un mot admirable, d'ailleurs, c'était de belles mains. Eh bien, ce sont des souvenirs extraordinairement vivants. Est-ce que vous aviez de bons maîtres? Des bons maîtres? Eh bien, oui. Des bons maîtres excellents et durs, en ce sens que la badine, les taloches, les coups de règle sur le bout des doigts se révélaient à l'expérience d'ailleurs de bons adjuvants pédagogiques. Lorsque, jeune romancier débutant, plein de scrupules, j'ai eu le dessein de consacrer un de mes futurs romans à évoquer la terre et les personnages de Sologne précisément dans leur vérité, ce que les paysans appellent dans leur vérité vraie. Oui. Eh bien, je m'étais installé dans un village qui s'appelle Brinon-sur-Saudre, chez un vieux Solognot très pittoresque qui était empailleur de son métier. Il avait la losse, la langue, comme on dit là-bas, bien pendue, il était extrêmement disert, il m'initiait naturellement au secret du braconnier qu'il avait été lui aussi, naguère, comme tout bon Solognot qui se respecte. Enfin, tout cela m'alléchait beaucoup, mais ne faisait pas complètement mon compte, si bien qu'un jour, je l'ai mis au pied du mur, et en lui prodiguant mes remerciements, je lui ai posé cette question, je lui ai dit ce que je voudrais savoir, monsieur Beaufils, il s'appelait Beaufils, c'est quel est en ce moment, ici, en Sologne, à Brinon-sur-Saudre, le plus fameux et le plus succulent, si vous voulez, de vos braconniers. Comment dire? Eh bien, en activité. Oui. Vous cherchez un modèle pour votre Voilà, Apollio. exactement. Alors, vous pensez quel a été mon sentiment de triomphe le jour où un de mes intercesseurs, mais alors intercesseur diplomatique en quelque sorte, c'était un régisseur de propriété, m'a annoncé avec un accent de triomphe qu'il m'avait obtenu j'ose pas dire un rendez-vous, mais une audience. Tendre bestiaire de Maurice Genevoix de l'Académie française, qui vient de paraître chez Plomb, est un livre féerique, miraculeux, envoûtant et qui aboutit à une poésie universelle. Il comprend 29 chapitres. Tour à tour, le grand auteur de Rabolio évoque la blette, le castor, le chevreuil, la girafe, le lièvre, les lucioles, etc. Cher Maurice Genevoix, voulez-vous nous raconter la naissance de Tendre bestiaire? C'est un plaisir que j'ai voulu me donner à moi-même. J'avais une trêve. Il y avait longtemps que je portais ces chroniques, puisque ça a été d'abord des chroniques que j'ai dites au micro de l'ORTF. Je portais ces chroniques en moi, mais je n'avais jamais eu ni le loisir, ni l'occasion de les préciser, en quelque sorte. Et alors, il est arrivé ceci. Les circonstances sont favorables. Au cours d'un séjour en Espagne, j'étais loin de tout, loin du téléphone, enfin, loin des enquiquineurs, il y en a, pas, même en Espagne d'ailleurs, mais enfin, moins qu'à Paris, tout au moins pour le moment. Et alors, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. Alors, j'ai ruminé, j'ai pris une feuille de papier blanc, un bic, puis j'ai pointé, alors la blette, en effet, la lauze, le saumon, ça n'y est pas, mais ça y sera. Et je me suis arrêté à un moment en me disant, il faut quand même pas trop pousser, comme dit ma fille. J'en étais à 108. Alors, vous avez dit 29 chapitres, en réalité, certains font 2 ou 3 chroniques. Ça fait... L'écureuil est l'un de vos plus exquis chapitres du Bestiaire enchanté. Voulez-vous l'évoquer? Alors là, vraiment, je suis devenu une espèce de spécialiste de l'écureuil, parce que combien de fois m'a-t-on fait raconter cette histoire? Mais j'ai cru que je devais à mes lecteurs, justement, de revenir à l'écureuil dans ce bestiaire, parce qu'il y avait d'abord vraiment sa place, et deuxièmement, parce que ça a été une chose très importante dans ma vie, cette rencontre d'un écureuil. En 2 mots, il s'agissait d'un petit écureuil sauvage, je dis bien sauvage, que j'avais rencontré un jour de printemps, et que je suis arrivé, au prix d'une certaine patience, bien sûr, d'abord à toucher, ensuite à prendre dans ma main, à caresser donc,
et qui, dans ces brefs instants, enfin relativement, le temps n'existe plus d'ailleurs dans ces moments-là, a noué vraiment amitié avec moi. Au point que j'étais là avec une de mes petites filles, c'était dans une sapinière, nous étions assis au pied d'un arbre, et quand j'ai lâché l'écureuil, contrairement à ce que je redoutais, ça me faisait un peu de peine, n'est-ce pas, de rompre tout de suite une amitié si désintéressée, eh bien il est resté autour de nous. Il a joué autour de nous, dans l'herbe, revenant vers nous comme si nous avions été ou des souches, mais pas ça, non, c'est faux. Comme si nous avions été vraiment, enfin, des espèces de grands écureuils, enfin, des amis. Il n'avait aucune appréhension et aucune peur. Parce que je crois que la sauvagerie des bêtes, c'est toujours de notre faute. Je considère que le monde est vaste et riche. Enfin, vous savez le mot de Shakespeare, il y a plus de choses sur la terre et sous le ciel, Horatio, que n'en explique votre philosophie. Non pas que je méprise du tout le jeu des idées, c'est pas tout ça. D'ailleurs, je crois que dans toute œuvre de créateur, disons de conteur, dans Tolstoï, que j'admire pour son aptitude à conter, à créer des mondes. C'est vraiment des thaumaturges, ces gens-là, des inventeurs de mondes, comme j'admire Balzac, et comme j'admire des conteurs, si vous voulez, même moindres, comme, disons, Maupassant, ou je ne nommerai pas de contemporains, mais parmi nos contemporains, il y a de très bons conteurs, et qui ne s'embarrassent pas de doctrine philosophique. Mais dans toute œuvre de grands créateurs, il y a toujours au moins implicite une doctrine philosophique et une leçon. Il y a une philosophie. Moi, je crois que, enfin, si un jour, je ne sais pas, je deviens non pas gâteux, mais un petit peu, disons, impuissant ou fatigué, et ce sera peut-être un jeu pour moi, un recours de m'imaginer à me faire mon propre exégète et à découvrir. J'y arriverai, vous savez, à trouver une philosophie à travers mon œuvre. En tout cas, il y a une tendance, il y a une position en face de la vie, en face de la nature, en face de notre condition d'homme. C'est pas douteux. Ce monde naturel dans lequel j'ai vécu jusqu'à l'âge de 60 ans, je ne me suis urbanisé. L'Académie française, c'est une bonne chapelle. Qu'est-ce que vous entendez par chapelle à mon tour, alors? Disons un milieu fermé. Non, c'est pas du tout un milieu composé fermé. de gens de bonne compagnie qui veulent rester entre eux. Je suis très content parce que, oui, il y a ça, bien entendu. Mais ça va me permettre de dissiper quand même certains préjugés, ou je ne dis pas malentendu, mais enfin certaines idées fausses. L'Académie est un milieu très ouvert. Il y a quelques académiciens... Où il est difficile de rentrer. Attendez. Pas tant que ça. Pas tant que ça dépend... Non, il y a une congruence, si vous voulez, préalable, qui fait que pour certains, c'est très facile. C'est désigné d'avance, en quelque sorte. Et pour d'autres, eh bien, mon Dieu, il y a une adaptation, disons, mutuelle. Mais du côté de l'Académie, une fois qu'on y est, il y a deux choses, si vous voulez, qu'il faut discriminer. Primo, j'abonderai dans votre sens. Je dirais, comme ça a été dit souvent d'ailleurs, c'est un club. Bon, c'est un club où il faut voter, il faut montrer patte blanche, enfin, il faut avoir des titres. Bon. Une fois qu'on y est entré, même si on a été combattu, même si on n'est pas l'élu disons, d'une grosse majorité, si on est entré ric ou par veine, ça arrive quelquefois aussi. Ça arrive. Eh bien, dans ce cas-là, on est de l'Académie française. Et on accueille tout le monde. Les cas, si vous voulez, d'enquistage, si j'ose dire, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne se serait pas incorporé. Maurice Genevoix, oublions un peu l'Académie française et revenons à la littérature. De nombreux jeunes romanciers se targuent d'écrire en un temps record. Vous prenez votre temps. Là, alors, vous allez me gêner un petit peu. Je prends mon temps dans la mesure où je peux le prendre. Enfin, vous tenez à observer, à méditer, mais je comprendre. suis serré par le temps, comme tout le monde, n'est-ce pas? La vie contemporaine, vous le savez très bien, Chancel, tout ce temps que nous sommes harcelés. Et alors, de temps en temps, eh bien, il faut se réserver des plages, il faut se réserver des périodes relativement libres et relativement calmes, où l'on peut vraiment se concentrer. On ne peut pas écrire un livre, évidemment, sans concentration intérieure. Mais Dieu merci, même les périodes encombrées, même les périodes agitées, ne sont pas incompatibles avec une sorte de maturation intérieure. Et alors, tout en faisant son devoir social, tout en se prêtant
aux obligations et au jeu social, aux cocktails, aux réceptions, à tout ce que vous savez de la vie parisienne, aux soirées, aux premières au théâtre, etc., etc. Eh bien, quand on arrive au moment des vacances académiques, c'est-à-dire vers le 10 juillet, eh bien, c'est mûr, souvent. Et quand on trouve... Je suis à un âge, bien entendu, c'est l'âge des mémoires, c'est l'âge des retours sur soi, et c'est l'âge où on désire, avant de disparaître, partager, si vous voulez, laisser quelque chose et partager. Mais alors, les débuts d'une vocation, proprement dite, d'une vocation, disons, déterminante, Oui. c'est-à-dire, dans mon cas, celle de l'écrivain. Eh bien, à quoi est-ce que cela a tenu? Je vous ai dit que mes lectures initiales auraient été plutôt de nature à me décourager. Parce que les modèles, si modèles il y avait, étaient trop hauts, trop puissants et trop grands. Et je vous assure qu'il n'y a pas de chiquet dans mon fait, là. J'appartiens à une génération où on avait vraiment non seulement l'instinct, mais le besoin de l'admiration. C'est une sensation qui augmente, ça. Et aujourd'hui, on déprécie trop. Et par conséquent, on se diminue trop. Mais cela dit, je crois peut-être que cette velléité aurait peut-être été un peu encouragée lorsque, dans ma seconde année d'école, en effet, je me suis consacré à l'étude des romans et des nouvelles de Maupassant. J'ai eu l'occasion de lire ses premières nouvelles. Ses premières nouvelles étaient vraiment enfantines. Il avait 19 ans, quand même, mais c'était touchant à force de médiocrité. Et puis cet homme-là, après, disons, les enseignements et la sollicitude d'un grand maître. Cher Maurice Genevoix, je voudrais vous demander de rêver avec nous et d'évoquer ce qu'est pour vous la maison idéale. Eh bien, je vais vous répondre d'une façon qui va peut-être vous paraître un peu ou prétentieuse, ou nantie, ou trop satisfaite, mais il se trouve que la maison idéale est pour moi la maison qui est la mienne, dans le Val-de-Loire orléanais. Et si elle se confond ainsi avec la maison de mes rêves, eh bien, c'est peut-être parce que, avant de la posséder, je l'avais longuement rêvée. J'avais tourné en quelque sorte autour d'elle jusqu'au jour où l'intensité même de mes rêves et de mes désirs l'ont en quelque sorte suscité. Alors comment voulez-vous qu'elle n'ait pas ressemblé aux rêves auxquels elle devait en partie son existence? Vous la possédez depuis combien de temps? Il y a maintenant 30 et quelques années. Si vous voulez que nous racontions enfin une genèse, je puis vous dire que j'habitais à ce moment-là, j'étais déjà un homme, après la guerre, avec mon père, dans une maison de bourg. C'était le temps où les radios naissaient, nous avions des voisins partageurs qui faisaient tonitruer leurs postes, fenêtres ouvertes. Les autos aussi commençaient à processionner. Enfin, j'éprouvais à la fois le désir de m'affranchir, d'exister en tant qu'entité sociale, si vous voulez, qui se matérialise par la demeure et par